C'est étonnant, non? L'audience est reprise. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ici, à Rennes, nous jugeons Albert Uderzo, qui est inculpé d'outrage au peuple breton, en raison, bien sûr, de ce fameux réduit breton que l'on retrouve dans tous les albums d'Astérix, de discrimination sexuelle, puisqu'il n'y a pratiquement pas de femmes dans les aventures d'Astérix, d'apologie de la drogue, puisque ces héros ont besoin sans cesse de potions magiques pour venir à bout de leurs ennemis. Et enfin, il est inculpé d'exhibitionnisme, puisqu'il montre sa Gaule à tous les passants. Et la Gaule, justement... Oh Pas dramatiser non plus. Et la Gaule a un organe. Un menhir. Non. Oh, mon pauvre vieux. C'est dans le dolmen particulier, ou hein, c'est pas dans le dolmen public. La Gaule d'Isoage a un organe, ou plus exactement, la société française a un porte-parole. C'est le procureur général de la République des Proches françaises. Un peu plus haut. Un menhir montant. C'est ça qu'il fallait jouer. Monsieur le procureur, nous vous écoutons. Française, Français, Belge, Belge. Elle est vilaine, il est vilain. Mon zozo. Désolante petite olive noire fripée en équilibre sur son bavoir. Ta gueule, PD. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux coucou. Chers amis de Rennes, chers amis de Rennes qui me faites l'honneur de m'écouter ici, ne vous voilez plus la face. Ne vous bercez plus de vaines illusions. Regardez la vérité en face, car cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Il suffit de vous voir pour vous en convaincre. Vous êtes tous des minables. Comment donc, Dieu me tripote? Comment est-il possible qu'ici, à Rennes, en plein cœur du pays gaulois, où devrait encore vibrer plus haut et plus fort la flamme éternelle de l'âme armorique-équenne et le courage, et du courage armorique-inquin, comment est-il possible qu'ici, à Rennes, l'ancienne capitale du duché de Bretagne, où le savoir jaillissait des universités gallo-romanes pour éclairer le monde, Rennes où la poésie résonnait au fond des jardins luxuriants, Rennes où l'art chevêchiait au fond de la cour. Comment est-il possible que des Rennais, authentiques descendants des premiers Gaulois, puissent s'abaisser et renier leurs racines au point d'accueillir par des vivaces ce fossoyeur de toutes les Gaules, ce souilleur de notre passé, cet épouvantable dorifort de notre culture, qui ricane sans vergogne sur le souvenir d'Alésia, comme un Langlois s'esclaffant sur la douleur muette d'un prince qui a vu monter personne. Êtes-vous seulement un vrai Français, Uderzo? Point n'est besoin d'être diplômé en étymologie, mesdames et messieurs les jurés, pour s'apercevoir que dans Uderzo, il y a Ud, qui veut dire Ud, et Erzo, qui signifie Erzo. Or, en bon français, Ud et Erzo ne veulent strictement rien dire, donc Uderzo est juif. Et donc, Dreyfus est coupable. Et si c'est pas Dreyfus, c'est Lévy. Ah, les choses de Lévy. Mesdames et messieurs les jurés. J'ai vu bien des horreurs tout au long de cette vie procurorale, sans que jamais frémisse la branche du chêne aux glands inébranlables, qu'abrite la robe austère de la justice, sous laquelle Marilyn n'aurait pas dit non. Mes yeux en ont tant vu qu'ils sont devenus gris.
La mort de Pierrot le Fou, j'y étais. L'affaire Carlo Ponti, j'y étais. Oui, j'ai vu descendre Pierrot. Oui, j'ai vu monter Carlo. Mais jamais il ne m'a été donné de voir spectacle aussi dégradant que cet aéropage de sommité bretonne applaudissant à tout rompre un vautour de l'anti-France dont le sinistre complice, la patrie de Goscinny, a refusé de comparaître aujourd'hui devant nous. Où est-il, Goscinny? Où voulez-vous qu'il soit, cet irresponsable? Où voulez-vous que soit Goscinny, sinon au paradis des petits-enfants qui rient, des bardes farfelus et des sangliers sauvages? Tout le monde ici, hélas, a lu les aventures d'Astérix le Gaulois. Pour vous convaincre, mesdames et messieurs les jurés, du crime anti-gaulois de l'accusé et de son défunt complice, voulez-vous que je vous raconte la véritable histoire de la Gaule? Bon, même si vous aviez dit non, je l'aurais raconté quand même. Eh bien voilà, au VIe siècle avant le Pinocchio de Nazareth, au XXVIe siècle avant Mitterrand, si vous êtes vraiment socialiste hystérique, le voyageur pouvait voir de cheval la Gaule cisalpine. Ah ouais, écoute, Oui, non, mais t'as eu raison. Hein, j'ai bien fait. De toute façon, à l'époque, c'était le seul moyen de locomotion, le cheval. Je suis bien obligé de... C'est pas de ma faute. Comme la Gaule cisalpine, la Gaule transalpine était très peuplée, de chevaux également, mais aussi de Celtes, d'Armoricains, de Ligures aux yeux de braise et d'Ibères au teint olivâtre, dont la civilisation, basée sur le culte de la morue, se perpétue aujourd'hui encore jusque dans les prétoires, insufflant à cette aimable maison de la culture de Rennes un goût étrange venu d'ailleurs, tout en aspergeant le souvenir de Jean Villard de lourdes effluves piscicoles, dont l'âpre senteur sauvage ravive en nous l'image austère de Gérard Philippe pénétré du cide. C'est une image, Gérard Philippe pénétré du cide. Rappelons-nous Gérard Philippe hurlant sublime à la fin de l'acte 1 son refus de se battre pour Lisbonne. « Je suis jeune, il est vrai, mais faut pas déconner, si c'est pour la morue, moi j'ai déjà donné !» La civilisation gauloise reposait sur un gouvernement druidique composé de druides saumonés au Portugal et de druides au bleu ailleurs. Les deux premiers chefs druides s'appelaient Taramir et Tarassur. C'est authentique, hein, c'est pas des... Cherchez pas midi à 14h. Taramir, ça veut dire le chef d'acier, ça veut dire qu'il était fort. Tarassur, ça veut dire le chef petit. C'est-à-dire que Tarassur était le fils de Taramir. Je tiens tout ça d'Alain Decaux, qui n'est pas un con, sinon il ne serait pas à l'Académie française. Tous deux furent l'un après l'autre fortement influencés par la civilisation grecque. C'est ainsi que Taramir et Tarassur mirent en place, au 5e siècle avant le Tintin du Golgotha, des institutions de structure typiquement helléniques. Il y eut successivement deux époques. Premièrement, l'ère hellénique Taramir et l'autre hellénique Tarassur. De 58 à 51, avant Colombo les deux stigmates, Jules César Franck, profitant de la myopie congénitale des Gaulois, s'empare de toute la Gaule. Les manuscrits de l'époque mettent en valeur cette véritable tare ophtalmique de nos ancêtres, qui, n'arrivant pas à distinguer les légionnaires romains, même en combat singulier, ne pouvaient que s'écrier « Ils sont flous, ces Romains !» En 27 avant Super Mickey, les Gaulois divisent la Gaule en 4 provinces. Ils confient l'autonomie interne de la Narbonnaise aux Narbonnais, de l'Aquitaine aux Bordelais, de la Lyonnaise aux Rhodaniens et de la Mayonnaise à l'Estragon. C'est la fin d'une époque qui s'était déjà défaite 30 ans plus tôt lors de la reddition sans gloire au métro Alésia de Vercingétorix, le monsieur propre du Guilan-Neuf, qui balança son épée dans la gueule de César au risque de blesser les ouvriers travaillant à la réfection de la voie, malgré les consignes de sécurité judicieuse du chef de gare gallo-romain Epiricolosos Porgersix. La christianisation de la Gaule coïncide avec sa grande époque de prospérité qui commença réellement au 1er siècle après le rentemplant du Jourdain. C'est le siècle du développement des grandes cités. Lutèce, Lugdunum, si j'avance un homme, comment veux-tu la nomme, qui si je t'encule la nomme. J'ai honte. En 400 après vous, j'en ferai rien.
La Gaule n'était plus qu'un tas de ruines fumantes et dévastées que des meutes hurlantes traversaient à cheval sans même s'arrêter au péage de Rosny-sous-Bois. Soyez maudits, Goths, Bigotes, Visigoths, Ostrogoths, Mandigoths, Goémiotes, Duffelcotes, Redingotes. Ils ne s'arrêtaient jamais et caracolaient avec le steak tartare bien au chaud sous les fesses, ce qui permit de les identifier quand, arrivant à Lutèce, ils entrèrent en hurlant à la Samaritaine, les capres collés au cul par la ketchup. Alors, une femme se leva d'entre les femmes. Elle s'appelait Geneviève. Elle était belle, avec de nombreux seins partout et suffisamment de fesses pour soutenir un siège. Elle n'était pas encore patronne de Paris, mais seulement d'un claque de la rue Mouffetard. De son corps superbe, elle fit un rempart où Barbapou Ier, roi des Huns, vint s'éclater la zigounette avant de s'enfuir, terrorisé vers la Germanie, la frite aux fesses et la Francfort sous le bras. Alors, le vieux druide Yvon Signorix entra dans l'île Saint-Louis et dit « Ah, Barbapou, quelle connerie la guerre !» Donc, Uderzo est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non?